programme qu'on vous propose pour ce matin. Et bah, du coup, premier chapitre sur les enjeux de la date de semis, justement. Euh, donc, l'intérêt du levier vis-à-vis du désherbage, qu'on connaît bien, et aussi une évaluation du nombre de jours disponibles pour réussir à décaler la date de semis. On vous propose ensuite un deuxième chapitre sur la connaissance de la biologie des adventices et des travaux qui ont été réalisés sur les cinétiques de levée des vulpins et à venir sur Régras. On vous parlera ensuite de deux leviers de rattrapage ultimes pour lesquels on a eu beaucoup de questions cette année, donc l'essimage et la récolte des menus pailles. Et enfin, un zoom sur les solutions chimiques et leurs actualités réglementaires avec un focus graminées d'automne et sensi. Donc, je vous propose d'ouvrir ce chapitre autour de la date de semis. Alors, sachant que on est bien conscient des difficultés rencontrées l'année dernière autour des dates de semis. On sait bien que c'est un sujet sensible et qui a pu être traumatisant. Malgré tout, on a souhaité reprendre ce dossier dans sa globalité et notamment autour de ce levier qui nous semble très important comme levier de désherbage et notamment vis-à-vis des graminées. Et donc effectivement, dans ces résultats d'essai sur des graminées donc dédiées, vulpin et régras, on vous a représenté l'impact de la date de semis sur la population de vulpins et de régras sur plusieurs années. Donc les résultats, je pense, sont assez significatifs et très visuels. Lorsqu'on parle d'une date de semis précoce, autour, alors ça dépend des régions, mais autour du 5-10 octobre, et que l'on décale sur une date de semis préconisée dans vos régions, alors là aussi ça dépend, autour du 20-25 octobre et plus tardive, on voit bien une baisse des populations de vulpins et de raigrats et donc une belle efficacité de cette date de semis. Alors, le message n'est pas de décaler à tout va les dates de semis, mais vraiment sur des problématiques. Lorsque vous avez des parcelles très sales en vulpin et en graminées, vraiment autant que se peut de ne pas semer trop précocement parce que vous allez être vraiment dans des situations ingérables en matière de date de semis. Alors, ça, c'est l'impact des dates de semis sur les graminées. On a aussi quelques références vis-à-vis des dicotylédones. Alors, ce que vous pouvez voir, effectivement, là, cette fois-ci, l'impact, il est quand même plus aléatoire, voire parfois insuffisant sur certaines dicotylédones, liées aussi en fonction des dates préférentielles de levée de ces adventices. Alors, on préfère là se concentrer vraiment sur la partie des graminées, dont je reviens à la problématique, et je reviens, pardon, à la problématique de vulpins et de raigrats, et notamment lorsque vous êtes confronté à des fortes populations sur des parcelles sales. Alors, ce qu'on a fait ici sur des essais autour de la station du Magnéraud en Charente-Maritime, dans des terres d'argilo-calcaire, on s'est plutôt posé la question de est-ce que le fait de décaler, le fait d'être sur des dates de semis préconisées dans la région, est-ce que c'est suffisant pour gérer des populations de graminées importantes? Et donc, dans ces expérimentations qu'on a conduites sur plusieurs années, cette fois-ci, on est parti de la date de semis, on va dire classique, préconisée dans la région, autour du 20-25 octobre, et on a décalé à pas de temps de 20 jours. On a semé 20 jours plus tard donc sur des semis autour de la Toussaint, entre le 10-15 octobre. Et puis, on a semé 20 jours encore supplémentaires, ou 40 jours par rapport à la date de semis préconisée, sur des semis plutôt de fin novembre, début décembre, dans l'objectif de regarder également l'impact sur les densités d'adventices. Et là aussi, on retrouve des résultats assez similaires. Et sur ces parcelles-là, qui étaient plutôt sur une flore dominante de vulpins, on a là aussi des belles efficacités sur l'impact du décalage de la date de semis par rapport à une date de semis préconisée. Parce qu'effectivement, la problématique qu'on se pose en cas de très forte pression,
on voit bien que ce levier de décalage de la date de semis, parfois, ne peut pas être suffisant. Donc, il faudra, et on le verra tout au long de ce webinaire, ajouter d'autres leviers, d'autres briques pour essayer de gérer au mieux ces graminées. Donc ça, ce sont des résultats vis-à-vis de l'efficacité, de l'impact du décalage de la date de semis. Et ce qui était intéressant aussi dans ces essais, c'est qu'on est allé jusqu'au rendement. Alors, on est allé jusqu'au rendement, notamment, ça nous a permis, dans un premier temps, de chiffrer la nuisibilité exercée par les graminées. Donc ici, essentiellement des vulpins. Et ce que vous pouvez voir dans le tableau là sur votre gauche, c'est que sur des dates de semis préconisées, 20-25 octobre, la nuisibilité moyenne sur 3 campagnes est autour d'une petite douzaine de quintaux. Lorsqu'on décale de 20 jours, elle est plutôt autour de 6 quintaux. Et quand on décale encore plus de 20 jours, donc sur des semis très tardifs, vous allez le voir, le message, c'est pas d'aller vers ces semis aussi tardifs, mais en matière d'expérimentation, ça nous semblait important d'y aller. On est sur une nuisibilité pratiquement non significative. Donc ça, c'est le premier point pour illustrer la nuisibilité. Et le deuxième point, c'est, et notamment pour répondre à la question, c'est le fait de décaler ces dates de semis, à un moment donné, on va aller potentiellement vers des pertes de potentiel. D'où l'intérêt aussi d'avoir mis cette expérimentation sur ces types de sols, donc en argilo-calcaire, avec un réservoir utile plutôt intermédiaire, et des situations où on est régulièrement, alors il faut se déconnecté de la campagne passée, mais on est régulièrement confronté à des problèmes de stress hydrique ou d'échaudage thermique. Et donc, le fait de décaler ces dates de semis, on sait qu'on peut être confronté à ces risques climatiques exacerbés. Et donc, les résultats sur le rendement, obtenus sur 3 campagnes agricoles assez contrastées, on a eu de la chance pour le coup, donc sur la récolte 2020, 2021 et de 2022, on voit qu'en matière de rendement, entre la date de semis préconisée et la date de semis intermédiaire où on a décalé de 20 jours, donc plutôt des semis de la Toussaint, en moyenne, on est sur des potentiels de rendement équivalents. Alors effectivement, avec une variabilité interannuelle. Donc voilà, donc le message à faire passer, c'est bien dans des problématiques de graminées, vulpins, raies gras très conséquentes sur des parcelles, c'est vrai que le premier message, c'est de ne pas semer très tôt, 2, que le fait de semer à des dates préconisées, parfois ça ne va pas être suffisant et que l'on peut aller un petit peu plus loin pour gérer au mieux ces graminées. Alors vous allez me dire, oui, aller un peu plus loin, mais ça ne peut pas se faire dans toutes les situations. Donc effectivement, je le rappelle, ici on est sur des sols d'argilo-calcaire, des sols qui se ressuient plutôt facilement, et donc on est allé un peu plus loin. Et je vais passer la parole à Benjamin, puisque effectivement, on va se poser maintenant la question de la faisabilité de cette technique en fonction des conditions pédoclimatiques très variées de la région Ouest, et notamment, est-ce qu'il y a un risque à décaler, en décalant ces dates de semis, est-ce qu'il y a un risque de ne pas du tout pouvoir semer? Et bonjour à tous. Donc effectivement, on va rentrer un peu plus là dans la partie faisabilité de terrain. Donc pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle GDispo. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Ça fait déjà plusieurs années qu'il existe, que nous on l'utilise. Alors historiquement, on l'utilisait un peu pour calculer des jours disponibles pour faire du désherbage mécanique. Mais on peut l'utiliser aussi pour d'autres opérations, notamment sur la partie semis. Alors comment fonctionne l'outil? Alors concrètement, c'est de la modélisation. On utilise en fait un moteur de calcul qui est un moteur de culture qui s'appelle CHN. Donc vous avez déjà entendu parler notamment sur la partie fertilisation azotée. Mais en fait, ce moteur CHN va calculer des flux d'eau, d'azote et de carbone dans l'air et surtout ce qui va nous intéresser dans le sol. Donc on va être capable de modéliser l'état hydrique
du sol centimètre par centimètre. Donc ça va être intéressant pour déterminer si il y a possibilité de passer sur la parcelle ou non. Donc derrière, il y a des règles de décision qui sont spécifiques à chaque opération. Donc là, ce qu'on va regarder aujourd'hui, là, c'est les opérations de semis et de désherbage, notamment des herbages racinaires et foliaires. Donc à chaque fois, il y a des règles un peu spécifiques. Et donc, ce qui va nous permettre de déterminer les faisabilités dans nos différents contextes. Alors, globalement, ce qui va vraiment influencer, ça va être d'une part le climat, notamment la pluviométrie automnale, et puis derrière, le type de sol. Comme on vient de voir, hein, sur le type de sol, il y a pas mal de variabilité. Et ce qui nous intéresse, c'est la capacité de réessuyage qui, dans l'Ouest, est très variable. Donc pour ça, on va prendre plusieurs cas types à l'échelle de l'Ouest, que vous voyez présenté ici sur la gauche. Hein, sur la carte, on a essayé de prendre différents cas types des différentes régions. Donc, par exemple, sur les Pays de la Loire, on a pris différentes stations à Angers, à La Roche-sur-Yon, au Mans, donc avec des précipitations qui sont aussi différentes. Et à chaque fois, on essaie de tester des sols assez, on va dire, contrastés pour voir un peu la variabilité. Donc, on a typiquement en premier un limon sur schiste battant. Donc, il y a plutôt une capacité de réessuyage assez lent, donc plutôt un sol hydromorphe, ce qui fait qu'on peut avoir des nombres de jours disponibles qui sont un petit peu plus réduits sur certaines périodes. Donc vous voyez, hein, par exemple, pareil sur Angers, à la 3e ligne, on a aussi testé l'argilo-calcaire moyen. Donc là, on est plutôt sur un sol beaucoup plus filtrant, beaucoup plus rapide à se réessuyer pour voir un peu le contraste. Et on a fait le même exercice donc en Poitou-Charentes, en Normandie et en Bretagne, sur différentes stations et des types de sols un peu contrastés. Donc c'est pas forcément représentatif de différentes régions, c'est plutôt pour voir un peu la variabilité qui peut exister dans chacun des secteurs. Donc on va commencer par vous illustrer ça par un cas concret pour se mettre un peu dans le fonctionnement de l'outil et ce qu'on regarde spécifiquement. Donc là, on va prendre un cas à Rennes sur un limon sur schiste tendre, donc avec une capacité de réessuyage intermédiaire, avec une date de semis préconisée autour de fin octobre. Et là, on va prendre le cas aussi, ce qui est important aussi de regarder, c'est l'exploitation et ce qu'on a besoin, on va dire, quelle est la surface que je vais devoir semer. Donc là, on va prendre un cas, hein, après, chacun pourra refaire le calcul de son côté avec ses cas spécifiques, hein, mais ici, si on prend 40 hectares à semer à l'automne en céréales, avec un semoir de 3 mètres équipé d'un combiné, avec un débit de chantier de l'ordre de 1,4 hectare à l'heure, et on peut estimer que lorsqu'on a un jour de disponible, on a à disposition 7 heures par jour pour pouvoir semer, ce qui nous fait qu'au total, pour semer 40 hectares, il nous faudrait 4 jours disponibles, donc 4 jours où on peut aller sur le terrain, où les conditions de portance sont bonnes pour avoir un semis de bonne qualité. Donc ce que vous voyez représenté dans le graphique à gauche, donc chaque bâton vert, c'est le nombre de jours disponibles sur la période entre le 20 et le 31 octobre, donc sur 11 jours. On va regarder à chaque année quel est le nombre de jours disponibles. Donc vous voyez par exemple en 2005, donc on fait ça à l'exercice sur 20 ans, hein. Donc en commençant en 2005, on avait 8 jours disponibles sur les 11 pour pouvoir semer les 40 hectares. Donc on était largement au-dessus des 4 nécessaires. Et puis, il y a certaines années, hein, comme en 2020 ou en 2021, où c'est un petit peu plus chaud puisqu'on n'avait que 3 jours de disponibles. Par contre, en 2022 et 2023, on était au taquet, on était à 11 jours, donc il n'y avait pas de problématique sur ce cas type ces années-là. Et par contre, 2024, on était à 6 jours, donc on pouvait quand même avoir certains créneaux de disponibles sur fin octobre. Donc, ce qu'on regarde ensuite, et que vous verrez ensuite dans la présentation, c'est on va choisir le décile 2. Alors le décile 2, c'est quoi? C'est le nombre de jours disponibles 80% des années. Donc vous voyez en vert clair, c'est la médiane, mais ce qui nous intéresse pour être un peu plus sécuritaire, c'est le décile 2. Et donc vous voyez 80% des années, on a au moins ce nombre de jours disponibles pour pouvoir semer sur fin octobre. Donc là, en l'occurrence, dans ce cas type, on a 8 jours de disponibles sur les 11, 80% des années. Et si on regarde un peu dans le détail les années un peu critiques où on n'a pas pu le faire, il y avait 2 années où on n'a pas pu le faire sur les 20 ans, où on n'avait pas suffisamment de jours pour tout semer sur fin octobre. Donc voilà un peu sur un cas type, on va dire, sur un sol qui réessuie correctement. Sur un sol plutôt battant sur fin octobre, vous voyez là on a un petit peu moins de jours disponibles, on passe de 8 jours à 6 jours. Donc certaines années on était limite et en fait en sol hydromorphe, on sera sur un nombre de jours insuffisant. Donc là, on est sur 6 jours disponibles 80% du temps. Et après, ce qui va nous intéresser ici en l'occurrence, c'est
qu'est-ce qui se passe lorsque je décale la date de semis. Donc je passe d'une date préconisée autour de fin octobre à un petit décalage sur début novembre, entre le 1er et le 10 novembre. Là, vous voyez, on n'a pas forcément autant de jours disponibles, hein. Là, on passe à 3 jours disponibles sur les 10 de cette première décade. Donc, on est un petit peu juste, hein. Donc, si on regarde un peu dans le détail sur les dernières années, on voit par exemple en 2024, on n'avait que 2 jours disponibles. Donc, on a eu notamment quelques créneaux autour du 7 novembre. Faut quand même rappeler qu'en 2021, 2022, 2023, on avait quand même largement de quoi faire pour semer sur début novembre. Donc, faut aussi se rappeler qu'il y a aussi des années où on peut passer assez facilement. Mais sur 80% des années, lorsqu'on prend un seuil un peu sécuritaire, on est à 3 jours de disponible. Donc, on ne va pas pouvoir tout semer, toutes ces céréales sur début novembre. Donc, il faudra potentiellement commencer un petit peu plus tôt, enfin, sur la période recommandée, et plutôt choisir les parcelles les plus sales, les semer sur ce créneau-là. Donc là, on a 3 jours pour semer les parcelles les plus sales sur début novembre et ainsi décaler la date de semis sans atteindre le potentiel de rendement comme on l'a vu tout à l'heure, tout en réduisant la pression en adventice. Donc voilà un peu pour le cas de Rennes. Je vous montre pour illustration ce qui se passe à l'échelle de l'Ouest sur les différents cas types. Donc on retrouve nos cas types en ligne. Vous avez en colonne les décades de période de semis. Donc on va commencer du 10 au 20 octobre, du 20 au 31, du 1er au 10 novembre et du 10 au 20 novembre pour décaler au maximum. Ce que vous voyez en vert, c'est les cas où on peut semer assez facilement dans le cas type où on a 40 hectares à semer. Donc après, c'est pareil, hein, vous allez recalculer avec vos propres cas types pour savoir si vous avez le nombre de jours disponibles ou pas. Mais en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est que le nombre de cases vertes entre le 10 et le 20 octobre et le 20 et 31 octobre est assez similaire. Il y a peu de différence entre ces périodes-là. Donc ça ne sert à rien de précocifier le semis jusqu'à à mi-octobre. On peut semer de manière convenable et avec pas mal de surface sur fin octobre sur les dates recommandées. Par contre, ce que vous voyez, c'est décalé sur le mois de novembre. Ça ne va pas être facile tous les ans. Donc il faudra choisir, comme je disais juste avant, les parcelles les plus sales pour pouvoir les semer sur ces créneaux-là, puisqu'on a quand même certaines années, à chaque fois, au moins 1 ou 2 jours. Et vous voyez, par exemple, dans le département du 27, on est relativement sur des limons battants sains. Là, on est assez à l'aise, puisqu'on a quand même suffisamment de jours disponibles pour pouvoir semer. Donc, c'est pas ça qui pose souci. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que là, on est vraiment dans le cas où on rentre dans la parcelle, il n'y a pas eu de travail du sol préalable. C'est pour ça que dans certains cas, comme à Rostronin, on a à Rostronin, donc centre-Bretagne, beaucoup plus de pluviaux sur un sol qui réessuie correctement. On n'a pas forcément énorme de jours disponibles, mais généralement, il y a aussi un labour qui est fait juste avant pour pouvoir avoir un peu de sec entre guillemets en surface pour pouvoir semer. Là, c'est pas pris en compte, donc on est dans des un peu pessimiste sur le nombre de jours disponibles, mais malgré ça, on voit quand même l'intérêt à rester sur les dates préconisées et la possibilité à pouvoir décaler sur une certaine surface les parcelles les plus sales. Et ça, c'est aussi intéressant, ou les graphiques que je vous montrais avant, sur le fait de ne pas prendre 2024 comme référence. On voyait les 3 années d'avant, on était quand même relativement correct en termes de nombre de jours disponibles. Donc ça, c'est sur la partie semis. Ce qu'on peut aussi nous dire, c'est OK, on décale la date de semis. Par contre, du coup, je vais avoir aussi une levée plus tardive, puisqu'on rentre aussi dans des températures un petit peu plus froides, donc on met plus de temps à lever. Et du coup, si je veux désherber en post levé, c'est pas toujours évident. On peut se retrouver des fois sur des créneaux un peu tardifs en diminuant un peu l'apport, enfin la disponibilité et puis la portance des sols. Donc on a voulu aussi regarder ça à travers l'outil. Donc en prenant une période de 10 jours pour pouvoir désherber en poste levé sur la phase 1 de feuilles, donc autour de lever plus 5 jours et lever plus 15 jours, et regarder sur cette période-là quel est le nombre de jours disponibles. Donc là, pareil, on reprend un cas type que vous allez pouvoir modifier à votre guise, mais sur 40 hectares à désherber, avec un pulvé de 24-28 mètres, j'ai 10 hectares que je peux faire par heure. On va avoir à disposition 2 heures par jour, soit le matin, soit le soir, pour maximiser les conditions, on va dire, d'application. Et donc au total, il me faut 2 jours pour pouvoir désherber mes 40 hectares en poste levé. Et donc ce que vous voyez sur le graphique, ici, c'est la moyenne des différents cas types à différentes dates
de semis et donc derrière des dates de poste levé, d'application de poste levé différentes aussi. Mais on retrouve ce qu'on voyait déjà sur la partie semis, hein, c'est que ça soit un semis du 15 octobre, donc très cosifié qu'on ne recommande pas, ou un semis dans les dates recommandées autour du 25 octobre, on a derrière les mêmes créneaux de désherbage en poste levé. Donc de la même façon, il n'y a pas de raison de précocifier par rapport à ça. Et par contre, quand on voit un décalage de la date de semis au 5 et 15 novembre, bah forcément, on diminue un petit peu le nombre de jours disponibles. Ça reste quand même relativement intéressant, hein, sur le 5 novembre, parce qu'on a 2,8 jours en moyenne, alors qu'il nous en faut 2. Donc on peut très facilement, si on sème nos 40 hectares au 5 novembre, le désherber en poste levé en poste levé. Par contre, dès que vous allez décaler un peu plus tard, donc au 15 novembre, donc sur justement ce qu'on voyait tout à l'heure, un décalage de 20 jours, bah là on n'a plus que 1,6 jours. Donc ça reste intéressant. Donc on a au moins 1,6 jours en moyenne, 80% des années, hein, je rappelle c'est le décile 2, donc on est vraiment sécuritaire. Donc si j'ai 10 hectares que j'ai semé un peu tardivement parce que c'est les parcelles les plus sales, j'aurai de quoi aussi les désherber dans de bonnes conditions. Donc voilà, ça vous donne un peu des arguments aussi pour essayer d'échanger avec vos agriculteurs sur l'intérêt de décaler la date de semis et sur la faisabilité au niveau du terrain. Je vous propose d'attaquer sur le deuxième chapitre, sur la connaissance de biologie des adventices et tout particulièrement des travaux qui ont été réalisés pour évaluer les cinétiques de levée des vulpins et des travaux à venir sur Régras. La question qui se pose derrière ça, c'est est-ce que les levées de graminées seraient de plus en plus échelonnées au fil du temps et tout particulièrement au fil du cycle des céréales, plus particulièrement des céréales d'hiver. Et donc, c'est une question qui se pose suite à de nombreuses observations que vous faites, qu'on fait sur le terrain, de parcelles qui semblent très propres en sortie d'hiver, et finalement une contre-performance, une claque au mois de juin avec des parcelles qui sont hyper sales à la fin, et on se demande toujours, mais d'où ils sortent? Je les avais pas observés en sortie d'hiver. J'avais passé Noël tranquillement, mais au mois de juin, je me prends une claque. Et donc, des comptages ont été réalisés dans différentes stations d'Arvalis, à Saint-Hilaire en Lorraine, à Châlons en Champagne, à Bourges au sud de la région centre, dans lesquels ont été réalisés des comptages de vulpins une fois par mois. En fait, ils comptaient les vulpins dans une zone délimitée. Et ils passaient un coup de glypho pour détruire les vulpins sans perturber le sol et faciliter la relevée. Et un mois plus tard, ils revenaient pour compter ce qu'il y avait relevé. Et donc, vous avez ici les résultats pour 3 campagnes, 2022, 2023, 2024. Ce qu'on observe, premièrement, donc dans le cas du vulpin, c'est d'élever, ce qu'on connaissait déjà, d'élever très majoritaire à l'automne. Mais on observe aussi, dans certaines situations et certaines années, d'élever plus tardives, qui s'étalent jusque décembre, janvier, voire même début février, là, pour la station de Châlons en 2023. Et donc ça pose la question derrière de la persistance d'action des herbicides. On sait qu'elle est variable en fonction de la matière active, du type de sol, des conditions climatiques. Mais globalement, pour toutes les matières actives, elle s'étale de 15 à 25 jours. Et va rarement au-delà. Et donc, ça pose la question, justement, on parlait des semis précoces. Donc, pour des semis très précoces, avec une pré, voire même une poste qui se finit mi-fin octobre, eh ben, on voit tout de suite que si on prend en compte ces 15 à 25 jours de persistance d'action, on n'arrive pas à contrôler ces levées très tardives de l'hiver. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder, bon, il n'y a que quelques données pour l'instant, mais l'opposition entre la station de Lorraine à Saint-Hilaire, là, on a 2 données où des hivers plus froids, donc on a l'élevé s'arrête en décembre, et des hivers peut-être un peu plus doux, comme on peut avoir dans la grande région ouest, où on a ces levées plus tardives. Et ce qu'on observe aussi, c'est ce qu'on observait déjà par le passé, 10% de levées au printemps, même pour le vulpin, avec des levées mars, avril, voire mai, qui sont en très faible proportion. Mais ces proportions-là sont aussi à mettre en relation du stock semencier qui explose dans certaines parcelles. Donc, ces levées de printemps, comme les levées hivernales, même si c'est un faible pourcentage du total des levées, et ben, quand on a 50 vulpins mètres carrés, ça ne donne pas la même chose que 500. Et donc, l'explosion des stocks semenciers justifie aussi ces échecs de désherbage sur des dynamiques de levée ou des levées tout simplement qu'on avait peut-être moins l'habitude d'avoir par le passé. Donc ça, c'est des travaux sur vulpin. On a commencé aussi à faire des suivis sur Régras, là on a un an de données qu'on doit confirmer en continuant cette année et les années à venir, avec notamment des suivis au sein de notre région Est.
Continue sur le troisième chapitre. Donc, on voulait revenir sur deux leviers de rattrapage ultimes sur lesquels on a eu beaucoup de questions cette année, l'essimage et la récolte des menus pailles. Donc, c'est bien, quand on parle de rattrapage ultime, c'est des leviers qui sont actionnés très tardivement et trop tardivement, hein, pour avoir un effet sur la visibilité directe l'année où il est appliqué sur la culture, que ce soit sur le rendement ou la qualité et les aspects sanitaires. Mais l'objectif, c'est bien de réduire, voire même plutôt d'éviter l'expansion du stock semencier. Donc, tout d'abord, sur l'essimage, vous avez ici la photo d'une essimeuse classique sans récupération. Et comme pour tout levier, on liste la liste des avantages et des inconvénients à mettre en place cette technique-là. Donc, c'est ce que je disais, elle permet de contenir l'expansion du stock semencier. Elle peut permettre aussi de faciliter la récolte de la culture, voire limiter la verse dans certains cas. Et il faut bien admettre qu'elle nécessite peu de puissance pour en être manipulée ou tractée. Par contre, ce n'est bien qu'une intervention de rattrapage, hein, ne pas attendre d'impact sur la lisibilité directe, elle permet de rattraper, et ça nécessite quand même de se poser la question de pourquoi on a besoin de rattraper, c'est rattraper un échec de désherbage, pourquoi a eu lieu l'échec de désherbage. C'est une action qui peut être mise en place que pour les adventices qui dépassent de la culture, avec un port haut et érigé et droit. Se pose la question de la stabilité de l'outil, de son balancement, du passage des roues dans les cultures, avec une année comme cette année, avec beaucoup d'ornières. L'idée est bien d'éviter de sectionner les épis de la culture de rente. Et pour ces essimeuses-là où les graines tombent au sol, se pose aussi la question de la viabilité de ces graines. Est-ce qu'elles peuvent germer et poser problème par la suite? Alors, il se trouve que sur ce domaine des essimeuses, on a fait beaucoup d'innovations, on a vu beaucoup d'innovations les dernières années, avec des cas, alors c'est pas une liste exhaustive, mais de ce que vous voyez ici, des essimeuses par sélection qui sélectionnent la céréale à paille de mauvaises herbes, comme ici le chardon. Essimeuse par électrocution, qui est très peu présente dans la plaine, ici sur céréales à paille, par arrachage, là, les kénopotes sur betterave, et une essimeuse qui nous intéresse tout particulièrement, là c'est le modèle Zurne, des essimeuses par récupération, donc qui récupèrent les graines adventices pour éviter qu'elles tombent au sol. Et donc sur ces essimeuses, on voulait vous présenter les derniers travaux qui ont été réalisés. Et donc là, on est sur des essimeuses sans récupération, hein, et des derniers travaux ont été réalisés sur Follavoine, qui est une adventice qui est quand même en progression dans nos plaines, en bio comme en conventionnel, donc une technique qui pourrait être intéressante pour les deux systèmes, et pour lesquels l'inflorescence de cette adventice-là est haute, elle dépasse les cultures avec un port érigé, droit, et, et donc qui coche la case de la technique paraît pertinente pour cette adventice-là. Et donc la question qui se pose derrière, c'est que est-ce que les graines qui tombent au sol sont encore viables? Et la question sous-jacente, c'est quand intervenir avec les simeuses sur Follavoine. Et donc des travaux ont été réalisés sur ce sujet. Donc 46 échantillons ont été prélevés, 46 échantillons d'épis essimés sur 3 campagnes entre 2020 et 2022 et dans différents départements de toute la France. Et dans ces échantillons, les graines ont été triées via un indicateur tout simple, c'est la couleur des graines, qu'elles soient vertes, marron clair, marron foncé ou noir, et qui est un indicateur de leur degré de maturité. Donc ensuite, ces graines, elles ont été semées en conditions semi-contrôlées, donc dans les pots, mais à l'extérieur et arrosées au besoin. Et elles ont été semées à l'automne qui suivait l'essimage. Et vous avez ici le pourcentage des graines levées en fonction de leur maturité. Et donc, pour des graines marron foncé à noir, ce qui correspondrait à un essimage tardif, on se rend compte qu'on a 2 à 3 fois plus de levée que pour des graines qui correspondraient des graines vertes, immatures, qui correspondraient à un essimage précoce. À retenir aussi que même pour ces essimages précoces et graines vertes immatures, on a un pourcentage de levée qui représente quand même part significative. On a semé d'octobre juste après l'essimage. En fait, ils ont aussi gardé ces graines-là pour les semer 2 ans plus tard. Et il se trouve que même 2 ans plus tard, pour la partie des graines immatures, le pourcentage de levée reste le même, même 2 ans après l'essimage. On a extrait de cet échantillon un cas concret de l'Ouest, ici en Charente-Maritime, et avec un essimage au 27 mai, des follavoines qui dépassaient de 30 cm de la culture, des graines vertes, et on a 12% de levée après dans les petits pots de ces graines qui ont été prélevées, des épis prélevés. Et pour un essimage au 22 juin, des graines marron foncé, une follavoine qui dépasse de 70 cm des cultures, et derrière on a 80% de levée dans les petits pots. Donc ça, c'était pour la follavoine. Et se pose la question de l'intérêt de l'essimage sur régras. Alors déjà, mécaniquement, la fluorescence est moins haute et surtout le port est plus souple. Et donc, seuls les épis, c'est mécanique, seuls les épis qui sont accessibles peuvent être éliminés.
Et ensuite, le même type de suivi avait été réalisé. Donc là, on est à Bonneville en 2015, où on regardait la viabilité des graines de raie gras en fonction de la date d'essimage, donc avec un essimage à grains laiteux du blé tendre, un essimage au 15 juin et un essimage à grains pâteux le 6 juillet. On voit, comme pour la folle avoine, qu'on a un pourcentage de graines viables qui ont germé l'année d'après, qui est beaucoup plus importante pour ces essimages tardifs. Donc, l'efficacité de l'essimage décroît aussi avec la date de passage. Et là aussi, on voulait vous montrer un cas concret. Donc ici, on est tout simplement chez un agriculteur qui a décidé cette année de faire prester un passage d'essimeuse avec récupération dans l'Eure. Là, on est juste à côté de la station des Carnonville. Donc c'est un essimage qui a été réalisé sur blé début juillet. On est revenu 15 jours plus tard, juste pour prendre quelques photos. Et d'abord, ce qu'on voit, c'est que certains épis ont été sectionnés. Donc, une attention particulière là-dessus pour éviter de diminuer le rendement de la culture de rente. Et ce qu'on a vu aussi sur la photo de droite, donc là, on voit bien les tiges de raie gras qui ont été sectionnées. Mais ce qu'on voit 15 jours plus tard, c'est derrière des épis qui sont verts et qui ont relevé 15 jours après et qui dépassent de la culture. Et donc ça confirme un peu ce qu'on craignait, c'est en coupant les mètres brins des plants de raie gras, ça génère une levée de la dominance apicale des mètres brins vis-à-vis des tardillons qui lèverait ensuite à la coupe. Et ce qui pourrait gêner une gêne, un verdissement, une gêne supplémentaire lors de la récolte. Donc je parle encore au conditionnel, hein, là on est sur un site, une année donnée, et ces travaux méritent quand même d'être poursuivis, notamment vis-à-vis de la récolte. En résumé, sur l'essimage, donc pour l'essimage classique, on a vu quand même que déjà il faut que les adventices dépassent de la culture, et même avec ça, les passages trop tardifs sont très peu efficaces, et pour les passages précoces, on a quand même une efficacité, mais qui reste moyenne. Les essimeuses avec récupération sont beaucoup plus pertinentes techniquement, à condition, bien entendu, que les épis soient accessibles. Si tous les épis des adventistes ne sont pas accessibles, bah, on ne coupera que ceux qui dépassent. On vous a mis aussi une estimation du coût de l'opération. Donc là, on est coût de l'opération avec main-d'œuvre en euros hectares. Donc ces coûts qui sont dilués en fonction de la surface, en comparant les coûts pour une essimeuse classique par rapport à une essimeuse avec récupération, qui est donc beaucoup plus pertinente techniquement, mais qui est aussi plus coûteuse. Et donc, il faut utiliser sur une certaine surface, à partager peut-être avec plusieurs agriculteurs pour que ce soit pertinent. Voilà sur l'essimeuse et ensuite sur la récolte, voire le broyage des menus pailles. Donc, plusieurs techniques existent aujourd'hui. Donc la première, alors elles ne sont pas toutes très présentes, voire pas présentes en France. La première, c'est ce qui s'appelle le chaffening, une technique plutôt australienne qui consiste à concentrer en une ligne, voire deux, ici on a une ligne, les menus pailles, et derrière, les Australiens, ils gèrent chimiquement ou thermiquement cette ligne-là. La deuxième consiste à presser les menus pailles, soit directement, ce qui paraît plus coûteuse, mais directement avec une presse qui est accrochée à la moissonneuse batteuse, ou alors, ce qui est moins coûteux, en déposant l'andin de paille, les menus pailles sur l'andin de paille, et qui est pressé ensuite. Ensuite, c'est peut-être les techniques qui sont les plus présentes en France, avec l'idée d'exporter directement les menus pailles, soit avec une remorque, soit avec un caisson qui est directement accroché à la moissonneuse batteuse. Se pose la question pour ces systèmes-là des problématiques de gestion des tas, de leur transport et de leur valorisation. Et enfin, les systèmes de broyeurs de menus pailles, alors là, il existe différents types, différents constructeurs australiens et canadiens. Il y a quelques cas en France. Ça semble performant techniquement, mais c'est plutôt très gourmand pour le moment en puissance, bruyant, et ça limite les débits de chantier de récolte. Ces techniques-là, quelles qu'elles soient, elles dépendent d'une seule chose, c'est la nécessité de faire monter les graines d'adventice dans la moissonneuse batteuse. Et donc ça dépend de deux critères biologiques pour ces adventices-là. La hauteur des adventices, il faut qu'elles passent tout simplement dans la barre de coupe, et la grenaison des adventices, qui doit correspondre à la date de récolte des cultures. Et donc, ça permet déjà de dissocier des adventices pour lesquels la technique est plus ou moins pertinente, comme les raies gras, l'avoine et coquelicot, où ça pourrait être pertinent, et peut-être un peu moins pour le vulpin, où les graines tombent au sol avant la récolte. Donc là aussi, on voulait vous remontrer des résultats qui avaient été faits, en l'occurrence en Île-de-France. On était sur une rotation donc de céréales tout automne en Noulabour, avec une problématique de raies gras, et dans laquelle il comparait donc deux modalités, une avec les menus pailles étaient récoltés et exportés, et une où les menus pailles étaient éparpillés au sol, donc classique. Et donc la première question qui se pose, c'est quel est l'enjeu ? Dit autrement, quel est le nombre de graines d'adventice, de grès gras en l'occurrence, ce qui se trouve dans les menus pailles, et du coup, quel est l'enjeu d'arriver à les exporter ?
Et pour ça, ils ont fait des comptages où ils ont placé ces plaques derrière la moissonneuse batteuse et ils comptaient le nombre de graines tombées au sol en fonction, donc c'est le résultat que vous avez ici, nombre de graines tombées au sol en fonction que les menus pailles étaient éparpillés ou exportés. Donc ce qu'on voit en 2014, c'est le delta entre les deux, qui était d'environ 15 000 graines par mètre carré. Et bah, c'est notre estimation du nombre de graines qui se retrouvaient dans les menus pailles. Donc l'enjeu cette année-là, là, pour cette situation, d'exporter les menus pailles, c'était 15 000 graines adventices par mètre carré. Par contre, les mêmes suivis ont été réalisés un an plus tard, et là, l'enjeu est beaucoup plus mitigé. On n'avait quasiment pas de graines au final dans les menus pailles. Et l'hypothèse, là, donc on est quand même sur une année climatique bien différente. On est sur une date de récolte aussi plus précoce, sur une orge d'hiver au 30 juin. Donc l'hypothèse, ce serait de dire que les raies gras étaient peut-être un peu moins mûres, et du coup, les graines de raies gras sont restées avec les épis, ils ne sont pas retrouvés dans les menus pailles. On a bien une récolte des menus pailles qui peut limiter, on l'a vu en 2014, le renouvellement du stock semencier. On exporte des graines d'adventices. Et après, on se pose la question de ce que je disais, gestion d'état. Mais en exportant dans le caisson, on exporte des graines d'adventices. Par contre, on a une efficacité qui est variable selon les années. Là, avec 2 années, voilà, une efficacité bien variable et qui dépendrait du niveau de maturité du raisin. Sur cette même parcelle, des suivis ont été réalisés, tout simplement des comptages d'adventices dans la parcelle, dans le temps, entre 2014 et 2017. Et donc, vous avez ici les résultats, pareil en rouge, les modalités pour lesquelles les menus pailles ont été récoltés et exportés, et en bleu, éparpillés au sol. Donc, on a notre point initial en 2014, on a réussi à exporter 15 000 graines de raies gras. Un an plus tard, on ne voit finalement pas de différence que ça, je vous montrais, mais il y avait un stock semencier historique peut-être trop important. Par contre, au bout de 2 ans, on voit qu'on commence à observer des différences et qui s'accroît dans le temps et qui sont statistiquement prouvées à partir de la sortie d'hiver 2017, au bout de 4 ans. Et donc, si on fait, si on regarde l'évolution au cours du temps, entre la sortie d'hiver 2015 et la sortie d'hiver 2017, donc les comptages de grès gras, on recense quand même une augmentation du nombre de grès gras, même dans les modalités où les menus pailles étaient récoltés, avec une multiplication de... Donc la densité a été multipliée par 2,7 dans cette situation-là. Mais en contrepartie, elle a été multipliée par 8,5 dans les modalités pour lesquelles les menus pailles ont été éparpillés. Pour conclure de cette pratique, elle permet bel et bien, dans cette situation, elle permet bel et bien de ralentir le développement des raies gras, mais elle ne suffit pas à elle seule à la stopper. Et là, en l'occurrence, quand on regarde l'itinéraire technique-culturel de cette situation, on se dit que les leviers rotation, et on sait que les leviers rotation et travail du sol sont bien plus pertinents, ont une efficacité supérieure pour permettre d'endiguer véritablement la situation. Néanmoins, un jour aujourd'hui, on sait que pour une adventice comme le raies gras, aucun levier ne fait, même la chimie, aucun levier ne fait 100% d'efficacité. Il nous paraît intéressant de mettre en avant des leviers comme celui-ci, comme les cimeuses, qui ont une efficacité certes moyenne, mais cumulées, assemblées entre eux, peuvent permettre peuvent avoir un intérêt pour gérer des fléaux comme l'aile raies gras. Donc le zoom suivant, c'est le dernier zoom que l'on va animer avec Céline et on va vous parler de l'actualité réglementaire dans un premier temps. Donc l'inquiétude, les préoccupations sur la réglementation portent principalement sur les herbicides racinaires d'automne. Alors d'une part, c'est quand même, il y a peu de molécules racinaires d'automne, on a bien besoin d'elles et elles ont certaines contraintes liées à leur autorisation et qui ne sont pas sans s'alléger au fil des années. Donc je vais commencer par le bas du tableau, on a essayé de répertorier les éléments pour la pendimétalline. Donc vous savez que chacune de ces substances actives qui apparaissent sur la diapo sont homologuées au niveau européen pour une durée limitée d'à peu près 10 ans en général. Et au moment où la date d'expiration de l'approbation arrive, le dossier d'homologation est réétudié avec 3 cas de figure. Soit la molécule est reconduite en l'état, soit elle est reconduite avec des restrictions supplémentaires, soit elle est non reconduite. Donc pour la pendimétalline, c'est la date la plus précoce qui apparaît. On a mis les dates dans l'état actuel de nos connaissances. Alors, il est fort probable qu'elle soit décalée, puisque vous savez que le calendrier d'études des dossiers prend souvent du retard. En revanche, pour cette molécule, on a eu récemment, l'année dernière, un reclassement de sa toxicité avec une phrase de risque H361D+,
peut nuire au fœtus, ce qui fait que dans la réglementation française des mélanges, il y a des restrictions quant à son utilisation. Donc pour le désherbage des céréales, on ne peut plus mélanger la pandiméthaline avec du chlortoluron, par exemple. Et puis, un élément connexe, c'est une forte augmentation de la redevance pollution diffuse sur la molécule, et donc un coût des produits à base de pandiméthaline qui est en inflation importante cette année. Alors, je remonte le tableau. Le chlortoluron qui présente déjà des restrictions d'utilisation en France dans les parcelles drainées. On n'est pas à l'abri lors de son prochain réexamen, donc en août 2026, si le calendrier est conservé en l'état, qu'il y ait des restrictions encore plus drastiques, et donc notamment sur les sols drainés, et des baisses de dose, voire un retrait de la molécule. Le thrialate, c'est un peu différent. La substance active est toujours autorisée en Europe. Il y a eu toutefois une actualité en France, c'est que l'Avadex n'a pas, donc le produit commercial Avadex n'a pas été reconduit en l'état, l'Avadex 480, et donc son utilisation va expirer, ne sera plus possible au-delà du 29 mars 2025. On attend d'autres spécialités qui devraient retrouver l'homologation, mais il est possible qu'il y ait un trou entre mars 2025 et ces nouvelles AMM. Prosulfocarne, alors c'est pas un perturbateur endocrinien, donc il n'a pas cette casserole-là, mais en revanche, vous savez qu'il y a une problématique dépassement des résidus avec l'abaissement des limites maximales de résidus dans certains produits. Donc il y a toute une réglementation déjà en France en place chez nous concernant les distances vis-à-vis des cultures non cibles, l'utilisation de buses à dérive limitée et la dose qui est plafonnée désormais. Il faut être très très attentif, car si jamais ces mesures ne suffisent pas à limiter des dépassements de résidus dans des cultures non cibles, elles pourraient être tout simplement interdites. Le difluphénicanil, potentiellement des menaces sur la dose totale utilisable lors de sa prochaine réhomologation. Bon, ça c'est une question, on n'a aucune certitude, mais c'est une menace possible. Et puis finalement, l'actualité la plus brûlante porte sur le flufénacet, qui dont l'AMM expire en juin prochain, et on a des informations qui nous portent à penser qu'il ne va pas être réautorisé. Et on ne connaît pas encore le calendrier de retrait des produits commerciaux à base de flufénacet. On devrait en savoir plus d'ici la fin de l'année, mais il va falloir apprendre à faire sans flufénacet à l'avenir. Alors, pour donner une note positive, on attend des nouvelles substances actives avec une efficacité anti-graminée. Certains les ont déjà travaillés dans les essais, mais vous voyez que le calendrier d'homologation, il faut attendre fin 2026 pour le Sen-Mythyline et 2027 probablement pour la Bixlozone. Donc, c'est des produits qui ont des marques commerciales, Luximo, Isoflex, mais qu'on n'a pas encore dans les exploitations agricoles pour du développement en utilisation libre. Il faudra être patient. Alors, Céline, je te passe la parole pour donner quelques éléments sur des programmes sans flufénacet, si on doit travailler sans à partir de 2026 probablement. Effectivement, on s'est vraiment calé. On va vraiment orienter la suite autour de cette problématique, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le désherbage d'automne, pour lutter notamment contre les graminées, vulpins et gras, la place du flufénacet est très présente au travers de nombreuses spécialités commerciales. Et comme le disait Anne-Monique, on vous propose de regarder un peu les alternatives au flufénacet. Et donc là, on vous a repris une synthèse de 34 essais menés sur 6 campagnes avec des résultats donc du flufénacet au travers de la spécialité commerciale Mateno sur des applications de prélevés et avec une modalité qui combine différentes substances actives racinaires au travers de l'association d'Efficodix avec du prosulfocar, pendiméthaline et DFF, où on est sur des niveaux d'efficacité similaires, de bons niveaux d'efficacité pour de la prélevée, où on avoisine pratiquement les 80%. Rappelons qu'en général, dans nos essais, on est sur des pressions graminées importantes, et là, c'est une synthèse sur le raie gras. Pour continuer,
toujours dans l'idée de trouver quelles sont les alternatives au flufénacet, on a pris une synthèse réalisée sur le blé dur. Alors, on a pris le blé dur parce qu'en fait, le flufénacet étant un petit peu moins sélectif, on a davantage de références sur le flufénacet. Et sur cette synthèse, toujours sur la flore de Régras, on voit alors d'une part des applications de prélevés, alors non pas avec du défi Codix comme tout à l'heure, mais cette fois-ci du défi Compile, donc c'est-à-dire du prosulfocarbe et du DFF, avec de bons niveaux d'efficacité en prélevé, et une modalité en post-levée précoce de 1 à 2 feuilles avec du chlortoluron. Avec déjà, on peut voir une efficacité un peu dégradée sur une application un peu plus tardive, sur des applications de post-levée, et encore on est sur de la post-levée précoce, et puis surtout une variabilité des résultats. Et en complément, avec les deux bâtons verts là qu'on vous pointe, vous avez les résultats obtenus, donc toujours sans flufénacet, sur des positionnements comprenant du programme, donc associant de la prélevée et de la post-levée précoce, associant un ensemble de substances actives racinaires avec des bons niveaux d'efficacité. Alors déjà, ce que l'on peut, un ou deux messages à retenir, avec des résultats plus, on va dire, robustes et réguliers sur des applications de prélevés lorsqu'on est dans des situations à forte problématique, Régras et Vulpin, et un quasi-obligation de gérer ces adventices sur des programmes. Alors, on continue et donc, comme vous l'a montré tout à l'heure, Quentin, on est confronté de plus en plus à des levées échelonnées de graminées, de vulpins, de régras, et on a souvent des questions là-dessus. Alors, on peut aussi se poser, faire référence avec des automnes doux dans des zones très océaniques comme la région ouest. Et donc, cette année, dans les essais, que ça soit en régras ou en vulpin, on a testé l'intérêt de triple passage racinaire, c'est-à-dire justement dans un objectif de pouvoir davantage contrôler des relevés, et avec la question de se dire sur un programme classique, on va dire prélevé et rattrapé en post-levée précoce, est-ce que dans certaines situations avec des relevés, ça peut aller jusqu'au bout? Et donc, dans cette série de 6 essais sur le vulpin, on a la même chose sur le régras. Donc, on va retrouver des applications de prélevé avec le Maténo, puis de post-levée précoce avec le Fosbury, des résultats en programme avec les deux bâtons verts, voilà. Et puis, le dernier, justement, donc, où on a intercalé entre le Maténo et le chlorto du prosulfocarbe. Alors, les résultats obtenus sur cette synthèse d'essai, pour l'instant, sont peu probants. Vous voyez que l'écart entre le Maténo-chlorto, donc en 2 passages, comparé à le 3 passages, donc Maténo-défi-chlorto, on a peu de gains en efficacité. Et on avait la même chose également sur la synthèse sur le régras, où on a obtenu plus 3 points d'efficacité. Donc, est-ce que c'est un coup dans l'eau cette année? En tout cas, l'année climatique a été aussi le fait que le dernier passage, notamment de chlorto, il a été réalisé assez tardivement parce que là aussi, on avait une pluviométrie importante et on ne pouvait pas passer au bon moment. Donc, on peut se poser quand même la question d'un passage, ce dernier passage sur des adventices un peu trop développés qui finalement n'aurait pas apporté un gain d'efficacité supplémentaire. Donc voilà, mais on voulait vous présenter ces résultats qui sont nouveaux, toujours dans une problématique de forte pression, de vulpin, de régras qui lève un peu tout le temps au cours de l'automne. Et enfin, dernière question, parce que dès lors qu'on parle de désherbage d'automne, on a toujours la question, oui, mais ce sont des désherbages où souvent on est confronté à des problèmes de sélectivité ou des problèmes de phytotoxicité. Alors,
classiquement, dans tous les essais où on teste des solutions ou des programmes, etc., à chaque fois, en complément de l'efficacité des modalités testées, on a également des notes de sélectivité. Là, ce qu'on veut vous présenter, c'est plutôt des essais un petit peu particuliers, parce qu'en fait, ils vont jusqu'au rendement. Alors, ces essais-là, ils sont menés notamment sur la station de Boinville, en limon argileux, et on est dans des situations où, en fait, on n'a pas d'adventice, hein, on n'a pas de graminées sur ces parcelles, mais l'objectif dans ces essais, c'est de forcer le trait et de provoquer en fait des phytotoxicités pour avoir des références expérimentales. Donc on est bien dans un contexte d'expérimentation, donc où on va tester de la prélevée, de la post-levée et puis du programme. Et dans ces essais, on va noter les phytotoxicités obtenues. Les notes sont de 0 à 10, hein, plus la note est importante et plus les phytotoxicités sont importantes, qui vont de décoloration, brûlure, jusqu'à des pertes de pied. Et donc là, ce que l'on voit dans ce graphique, c'est que, alors les bâtons jaunes, pardon, c'est un peu compliqué, les bâtons jaunes vont correspondre à des notations qui sont effectuées dans le temps. Et vous voyez bien qu'au fur et à mesure du temps, les notes de sélectivité, enfin les notes de phytotoxicité, pardon, décroissent et on observe ainsi des marquages qui s'estompent au cours du temps, avec toujours malgré tout à la fin des marquages, mais qui restent au-deçà de la note de 3, qui est un peu une note plancher en matière de phytotoxicité qui nous semble acceptable. Et l'intérêt de ces essais, c'est qu'on va jusqu'au rendement. Et donc, effectivement, sur le rendement, là, on nous a mis le résultat de 3 campagnes, de 3 campagnes. Donc, le résultat de rendement, donc de 3 campagnes. Vous avez en jaune le témoin non désherbé. Alors là, je rappelle, c'est qu'on n'a pas d'adventice et les autres résultats correspondent à un ensemble de modalités. Et vous voyez, on n'a pas de différence avec le témoin. Autrement dit, bon, ça permet un peu de rassurer sur des phytotoxicités qu'on a pu observer sur le terrain. Je mets quand même malgré tout un bémol, parce que là, on est sur des sols de limon argileux. Alors, on force un petit peu le trait, mais on sait très bien qu'il y a des sols qui sont encore plus sensibles à des phytotoxicités, avec des sols beaucoup plus hydromorphes ou des sols où la qualité de semis n'a pas été optimale et on a pas mal de grains, par exemple, en surface. Donc voilà le petit flash qu'on voulait vous faire vis-à-vis de la lutte contre les graminées, mais on a été confronté aussi dans l'Ouest à une autre adventice assez présente cette année. On n'en parle pas souvent et donc on vous propose un petit focus sur le senson. Oui, donc le senson, on ne parle pas souvent de dicotylédone, mais c'est une mauvaise herbe qui a tendance à poser problème dans notre Grand Ouest. Alors d'une part parce qu'elle a des levées très très échelonnées. Alors paradoxalement, c'est une dicotylédone, contrairement à la plupart, qui a une durée de vie de semence assez faible, un peu comme des graminées. Et c'est sans doute pour ça qu'on la voit souvent dans les systèmes en non-labour. Mais pour autant, les leviers agronomiques vis-à-vis de cette mauvaise herbe sont peu efficaces parce qu'elle est aussi anémophile, donc beaucoup disséminée par le vent. Et même si je travaille bien dans ma parcelle, si je fais des labours occasionnels, etc., je peux être contaminée par les vents d'ouest, d'où sont partis les premiers foyers. Puisque le premier foyer alors quand je dis premier foyer de senson résistant, c'est dans les Côtes d'Armor, et au fil des années, on voit que ça s'est étendu vers l'est. Donc cette résistance, c'est au groupe des inhibiteurs de l'ALS, l'acétolactate synthétase, et donc c'est-à-dire la grande famille des sulfonylurées élargies. Et c'est pour cela que ça peut être compliqué de maîtriser une mauvaise herbe qui jusque-là, il y a quelques années, était assez facile à désherber dans les céréales. Alors, dans les céréales, les basotones que l'on utilise, dont on a largement parlé précédemment, apportent en général une bonne efficacité. Il faut noter toutefois que si on utilise de la pendiméthaline seule ou du flufénacet seul, ça n'est pas très efficient.
Mais surtout, la limite de ces désherbages d'automne, c'est qu'on ne contrôle pas les levées échelonnées de sénesson qui peuvent lever très tard en saison, d'autant plus que la parcelle est claire. Alors quand on rattrape en sortie d'hiver, si on n'a pas de vulpin régras résistant et qu'on utilise les produits à spectre large, mais toujours de la famille des sulfonylurées, on a une bonne efficacité sur sénesson sensible, pas sur sénesson résistant, avec les archipels du haut, les Aslantis Pro, les Abac ou les Octogons. Et du coup, on peut être amené à gérer des sénessons sur des stades plus tardifs, mais parfois plus développés du coup aussi, donc avec une baisse d'efficacité. Donc quand on est en désherbage de rattrapage de printemps, vous voyez que la liste est assez longue ici, mais dans cette liste-là, on a des produits de la famille du groupe 2, apparentés sulfonylurées. Donc si j'ai des sénessons résistants, on peut tout de suite faire apparaître la liste, la short list, donc des produits qui restent possibles. Et donc c'est bien une short list, puisqu'on n'a que des produits qui contiennent des dérivés oxyniques, donc qui agissent par un autre mode d'action que les sulfonylurées. Alors dans cette liste-là, on peut citer le 2,4-D, mais vous voyez qu'il faut quand même passer à une dose assez élevée pour avoir des efficacités correctes sur sénesson développé. Le clopyralide, qui est une molécule qui rend bien des services sur sénesson résistant, et puis dans une moindre mesure, le MCPA. Vous noterez que le fluroxypyr ne marche pas sur sénesson et que l'aloxifène non plus, tout seul, ne va pas fonctionner correctement. Enfin, avant de dire j'ai des résistances, on rappelle qu'il faut toujours bien vérifier les conditions d'application des produits, parce que parfois ils peuvent être mis en défaut pour un problème de conditions d'application compliquées. Pour ce qui est des produits à base d'hormones qui apparaissent sur la droite de l'écran, ce sont des produits sensibles aux températures. Donc s'il y a des températures trop basses, leur efficacité peut être mise en défaut aussi. Voilà, donc je pense que Céline a commencé à réinsister sur les messages clés. On a fait le choix ce matin de présenter quelques actualités techniques que l'on avait peu diffusées jusqu'alors. Donc c'est loin d'être le cours, le désherbage de A à Z. Vous savez que c'est une science compliquée, le désherbage. Donc on a fait la focale sur quelques points ce matin, mais on n'a pas prétendu vous expliquer comment désherber des parcelles. Et on voulait rappeler qu'il est très important de mobiliser tous les leviers dès lors qu'ils sont pertinents pour le problème qu'on a dans la parcelle. On ne va pas tout mobiliser, mais il faut bien partir de la mauvaise herbe problématique et regarder ce qui fonctionne sur cette mauvaise herbe pour pouvoir tirer sur plusieurs fronts, parce que ce n'est pas sur un levier qu'on va miser. L'exemple des fausses semis est un bon exemple. Si j'arrête de labourer et que je me dis je compte sur les fausses semis pour compenser l'absence de labour, ça risque d'être fragile. Donc il faut combiner le travail du sol à d'autres leviers pour y arriver. Donc les leviers les plus importants sur une flore graminée type régravulpin, c'est quand même le labour occasionnel, 1 année sur 4, pour enfouir des stocks semenciers dès lors qu'on a eu un échec de désherbage et ne plus retoucher à la parcelle ensuite dans les 4 années qui viennent pour ne pas remonter des graines susceptibles de germer à la surface. La rotation et l'alternance des cultures, plus que le choix de la culture, l'alternance de la culture et des périodes de semis. Et puis peut-être insister aussi, on n'a pas évoqué ça ce matin, sur le nettoyage des moissonneuses qui sont souvent source de salissement des parcelles, et on sait que c'est compliqué dans les chantiers de récolte de trouver le temps pour bien souffler les machines, mais ça peut être salvateur dans bon nombre de situations. Après, je ne vais pas tout énumérer, tout ce qui apparaît à l'écran, mais réinsister quand même sur l'efficacité du désherbage chimique. C'est un levier parmi les autres et qu'il ne faut pas oublier dès lors qu'on a la possibilité de l'actionner, parce qu'il vient rendre de grands services, mais à lui seul, il ne résoudra pas tout. C'est bien la combinaison des leviers qui fera le travail.